Salut à tous, je vous présente le premier épisode de L'écran vous appartient. Alors c'est une chaîne que j'ai créée en gros pour partager ma passion du cinéma, pour partager un peu avec vous ce que j'ai compris, ce que je pense des filmographies de mes réalisateurs préférés. Donc j'espère sincèrement que ça vous plaira et je vous serai vraiment reconnaissant si vous pourriez me donner votre avis sur ce que je pourrais améliorer, etc. Ça me permettrait de progresser, ça serait franchement sympa. Enfin bref, allez, on est parti pour du Sofia Coppola. Alors, je ne vous présente plus Sofia Coppola, hein, la fille du grand maître, de l'illustre, comme vous voulez, Francis Ford Coppola. Elle est pour moi, du moins personnellement, la réalisatrice des tortures psychologiques de l'adolescence. Tandis que le philosophe sociologue, que vous connaissez peut-être d'ailleurs, Michel Faiz, nous dit que l'adolescence est le temps des crises, Sofia Coppola se donne le défi non pas de le dire, mais de nous le montrer. Elle veut nous montrer ces crises et marquer nos cœurs au final de ce tumulte émotionnel qu'est l'adolescence. Ceci avec une des armes les plus aiguisées de notre époque, le langage cinématographique. C'est en enchaînant les musiques rock, les couleurs flashy, les panoramiques, qu'on va nager avec Coppola au sein d'un fleuve émotionnel, celui de l'adolescence. On va passer du bonheur au malheur, de la haine à l'amour, de la passion au déni, et on se rappelle dans ces films qu'il ne suffit que d'une petite marche, d'un son, d'une seconde pour passer de l'un à l'autre, pour passer du bonheur au malheur, de la haine à l'amour. My intentions for your daughter are entirely honorable. What might those intentions be? So much has been said about the... Il y a une psychanalyste, Maud Manoni, qui nous disait qu'une éducation est réussie le jour où votre adolescent va vous voir, du moins va voir ses parents ou même ses professeurs, et leur dit « Vous vous êtes trompés, votre univers, nous on n'en veut pas ». Et c'est en cela que le cinéma de Coppola est aussi dur. Il montre véritablement, de manière frontale, le déphasage entre les adolescents et la société actuelle. Un monde auquel ils ont du mal à s'adapter, un monde qu'ils n'ont pas choisi. C'est vraiment ça la difficulté de l'adolescence, c'est que la vie, elle n'est pas aussi excitante que ce qu'on pourrait penser. Elle est au final ennuyeuse. J'ai oublié de vous le dire, mais l'ennui est un des autres thèmes de prédilection de Coppola. Et c'est dans la recherche de l'excès, d'un échappatoire, que les adolescents vont essayer de fuir cet ennui, mais c'est cet excès qui va pouvoir les mener à leur perte. Et c'est vraiment ça le thème de prédilection de Sofia pour moi. C'est un avis personnel, hein. On peut l'interpréter comme on veut, encore une fois. Si on fait un petit tour de sa filmographie, c'est ainsi que dans Virgin Suicide, une bande de sœurs va abandonner la lutte, va abandonner cette vie ennuyeuse. Elles vont rechercher un échappatoire, une échappatoire plutôt, à leur monotone existante, et vont trouver leur réponse dans un au-delà salvateur. Alors que dans le film le plus connu de Sofia, Lost in Translation, ces deux individus qui s'aiment, perdus dans les méandres du rythme hypnotique du pays du soleil levant, ils sont complètement déphasés tous les deux, et ils vont se rencontrer. Ils vont entrer en phase tous les deux, mais pas avec lui. Sure yet, actually. What are you doing here? Getting paid $2 million to endorse a whiskey. The good news is the whiskey works. Can you keep a secret? I'm trying to organize a prison break. We'd have to first get out of this bar, then the city, and then the country. Are you in or you out? I'm in. Howdy, I'm Bob. You're probably just having a midlife crisis. Did you buy a Porsche? You know, I was thinking about... C'est aussi dans ce sens que dans The Bling Ring, une bande de jeunes vont s'enfoncer dans les ténèbres du monde de la nuit, dans le ténèbre du fashion, dans le culte de la personnalité qu'on peut vouer à un personnage public, dans le capitalisme contemporain absolu. Ils vont aller dans l'excès, ils vont se perdre dans leur adolescence, ils vont chercher leur identité, leur rapport avec le monde actuel,
et ne pas trouver leur place. Ils vont se perdre. We had so many beautiful things. Oh, well, great. I bet you want to. Ladies? He looks hot. I hear helicopters. We're in LA. Don't be such a... Et dans un autre film de Sofia, donc Somewhere, donc on a un père accompli, un père acteur à Hollywood, qui va se poser, après avoir récupéré sa fille, des questions profondes, hein, des questions métaphysiques et épistémologiques, des questions qui vont torturer l'homme à travers l'histoire, hein, sur le but et la signification de l'existence humaine, des questions sur le monde qui l'entoure, quel est son rapport avec lui. Il va encore une fois être perdu dans un ennui absolu, il va être perdu, déphasé avec le monde. Hi, Dad. Hey, Cleo. Ten decisions shape your life. You'll be aware of 5 about 7 ways to go through school. I need you to take Cleo. You noticed all When are you coming back? I don't know. 7 ways to get ahead. Afin d'illustrer au mieux la pensée de Coppola, nous allons nous intéresser à sa vision moderne, libérée et très personnelle au final de notre reine maudite, Marie-Antoinette. Alors il y a un truc qui est très important à comprendre, c'est que la Marie-Antoinette de Coppola, c'est absolument pas un personnage historique. C'est juste une jeune fille. Une jeune fille, comme toutes les autres, n'inspire qu'au bonheur. Alors là, on a le biannuel, enfin le sujet qui tombe tous les 2 ans en philo à peu près, mais qu'est-ce que le bonheur? Alors, Marie-Antoinette, elle vit dans ce qu'on pourrait appeler l'allégorie du bonheur. Elle vit à Versailles, elle vit en reine, elle incarne la réussite. C'est là que se fait un peu l'ambivalence du personnage. Elle a trouvé le bonheur, mais elle est malheureuse. En cela, Sofia rejoint un peu le fameux écrivain Jules Renard, celui qui dit « J'ai connu le bonheur, mais ce n'est pas ce qui m'a rendu le plus heureux ». Il fait une distinction avec entre l'idée préconçue qu'on a du bonheur et ce qu'au final, on en espère. Bien que le film ne se donne absolument pas un objectif explicatif, mais plutôt sensoriel, comme souvent dans le cinéma de Sofia, nous allons replacer le contexte historique dans son ensemble, afin de nous rappeler un peu 2-3 trucs, mais aussi afin de comprendre l'intérêt qu'éprouve Sofia à l'égard de notre reine. My youngest daughter, Antoine, will be Queen of France. It is a custom that the bride retain nothing belonging to a foreign court. You represent the future. All eyes. Marie-Antoinette, c'est la 15e enfant de l'empereur germanique François Ier de Lorraine et de l'archiduchesse d'Autriche, reine de Hongrie et de Bohême, Marie-Thérèse, plus connue sous le nom de la Grande. Au final, Marie-Antoinette, elle est élevée dans le fleuron de l'aristocratie du XVIIIe siècle. Elle naît dans ce qui à l'époque est le centre de l'univers. Elle va rencontrer, et le pire c'est qu'elle va rencontrer tous les univers. Allant de sa rencontre avec l'enfant prodige Mozart à son éducation très artistique, Marie-Antoinette est une princesse. Marie-Antoinette est la vie dans l'inconscient rationnel des petites filles aspirent au final. Le rationalisme étant le courant philosophique qui justifie la raison humaine par la naissance. Les hommes naissent avec des idées innées. Il est inné d'aspirer au bonheur. C'est ça que dit le rationalisme. On naît avec des idées innées. C'est elles qui nous dictent notre conduite, nos objectifs. Mais au final, c'est par l'empirisme, un peu l'opposé du rationalisme, l'empirisme qui dit que l'homme doit expérimenter pour penser, pour se faire son propre avis. Il n'a pas sa vie préconçue de naissance. Et donc c'est par l'empirisme que Marie-Antoinette va découvrir que cette vie n'est pas synonyme de bonheur. Rationnellement, elle semble être, mais par ses expériences princières qui vont la mener à sa perte, l'humain qui est Marie-Antoinette, la jeune femme, l'adolescente, ne va pas trouver le bonheur dans le rationnel. Elle va le trouver dans les sens. C'est pour ça que le cinéma très sensitif, sensoriel de Sofia Coppola va nous faire ressentir. Du haut de ses 14 ans, dans un contexte de guerre fratricide, Marie-Antoinette est contrainte d'unir son âme au dauphin, futur Louis XVI. Les 2 maisons les plus prestigieuses d'Europe, qui sont à cette époque les Habsbourg, une maison d'Autriche, et les Bourbons, une maison de France, une division d'une branche capétienne, sont réconciliées sous l'égide de ce jeune couple. La jeune femme s'adonne à un homme dont elle ne connaît rien. Elle est délaissée de tous ses biens. Selon les rites de remise de l'épouse, c'est des rites qui, à l'époque de l'Ancien Empire, faisaient que la future reine devait délaisser tout ce qu'elle avait vécu auparavant. C'est donc ainsi qu'elle abandonne tout ce qu'elle a construit pour devenir une nouvelle personne. Alors que la personne qu'elle était auparavant, pour rappel, elle a que 14 ans, n'était qu'en construction. L'adolescence, c'est la construction de sa personnalité. Une fille a que 14 ans et on choisit sa vie. Nous avons donc Marie-Antoinette, une jeune femme perdue, dans un monde qu'elle ignore, qu'elle est forcée d'accepter. Vous percevez déjà l'intérêt naissant de Sofia pour ce personnage. À l'aube de son règne, le peuple aime la reine.
On dit qu'elle a un bon caractère, mais qu'elle est également partiale. Elle aime la culture, le théâtre, la comédie, le jeu, la danse. En d'autres termes, le monde mondain de son époque. C'est dans un contexte de révolution française, de philosophie des Lumières, d'abolition des privilèges, que la reine de France va perdre de son influence. C'est pendant que Rousseau dénonce les privilèges de l'aristocratie, pour une égalité, dénonce l'inégalité des lois, qu'a lieu le célèbre scandale du collier. Alors c'est pendant que Rousseau dit « l'homme est né libre et partout il est dans les fers » que la reine de France est accusée de trahison. Le scandale du collier, je vous rappelle, ou pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est une sorte de complot qui a eu lieu contre la reine, où on voulait faire croire qu'elle avait ruiné l'État pour acheter un collier de diamants qui vaudrait une fortune. Alors, le pire dans cette histoire, c'est que la reine était effectivement innocente. Elle n'avait jamais fait ça, elle n'avait jamais acheté ce collier, mais les mœurs inconsciemment se sont mis à haïr la reine. Il était trop tard. Le complot avait fonctionné, les mœurs sont devenues incontrôlables, le peuple s'est mis à haïr la reine. Sophia voit donc Marie-Antoinette comme une allégorie de l'adolescence, de la difficulté qu'a un enfant à s'adapter dans le monde dans lequel il vit, dans ce monde dont il ne veut pas, dans ce monde qu'il n'a pas choisi. Bien qu'elle ne veuille pas retracer à la lettre son histoire, à tel point qu'elle ellipse totalement l'affaire du collier et qu'on voit même à un moment des chaussures, des Converse, des chaussures contemporaines, entrer dans le champ, Sophia veut présenter la déchéance d'une jeune fille qui ne sait pas comment s'adapter dans le monde dans lequel elle vit. Elle s'en fiche de retranscrire un récit historique précis. Elle veut retranscrire la souffrance qu'a un enfant, et ici une jeune fille, à s'adapter dans la société actuelle. Bon alors on va tenter de conclure en une phrase, on va faire bref. Alors pour moi du moins, Sofia Coppola elle explique les déchéances de l'adolescence par l'opposition entre une réalité ennuyante et superficielle, et qui va s'opposer au rêve d'aventure, au rêve d'expérience qui est ancré dans l'inconscient rationnel de l'être humain et donc des adolescents. C'est en cela qu'elle s'est intéressée à Marie-Antoinette, une jeune fille artiste, une jeune fille pleine d'espoir, qui se retrouve noyée dans un monde qu'elle n'a pas choisi, noyée dans un monde superficiel, dans un monde supercherie, dans un monde illusion. Voilà, donc le premier épisode de L'écran vous appartient est fini. Je vous retrouve la prochaine fois on va se faire du Robert Zemeckis, réalisateur de Retour vers le futur, de Contact, qui veut sauver la peau de Roger Rabbit. Et on va voir un peu comment il fait le parallélisme entre la science et la religion, notamment en Contact. Voilà, merci encore d'avoir regardé, à bientôt.